d'accord sur ta segmentation en 3 types d'entreprises. Les entreprises nationalisées, à partir du moment où une entreprise atteint un certain seuil, elle va subir une nationalisation, on verra selon quel procédé, selon quel dispositif législatif. Ensuite, un deuxième secteur, qui est un secteur coopératif. Donc, les entreprises, il y a plusieurs personnes qui travaillent. Et puis, un secteur travailleur indépendant, qui, lui, est entièrement libre, et notamment libre de posséder, d'avoir la propriété privée de ses moyens de production. Alors, je voudrais qu'on parle un petit peu, je voudrais qu'on parle assez précisément de la façon dont tu conçois les coopératives. Comment est-ce que tu pourrais définir, d'un point de vue juridique, ce qu'est une coopérative? Non, je ne vais pas le définir d'un point de vue juridique, je vais le définir d'un point de vue oui, philosophique. Non, parce oui. que juridiquement, aujourd'hui, une coopérative, il y a plusieurs formes de coopératives, notamment les coopératives bancaires, les coopératives de production, et même certaines mutuelles, enfin certaines coopératives d'achat qui sont juridiquement. Donc juridiquement, je laisse tomber, j'essaie de voir ça d'un point de vue, on va dire, philosophique ou sociologique. Ça veut dire en gros, qui dispose du pouvoir. C'est ça qui m'intéresse dans une coopérative. Et en fait, bon après on peut des choses plus compliquées, mais en un mot, le principe c'est qui décide. Donc ceux qui décident, c'est ceux qui sont propriétaires. Et donc pour moi, une vraie coopérative, pas au sens juridique justement, mais au sens des principes, ça doit être, on doit avoir tous le même pouvoir de décision. Donc en fait, une personne égale une voix. Mais pas seulement une personne, parce que ça se passe quand même dans certains systèmes, c'est un travailleur égale une voix. C'est pour ça que je pense que les coopératives bancaires ou les coopératives d'achat, qu'on peut appeler mutuelles aussi, ne devraient pas être appelées, non, on peut les appeler des mutuelles, mais en tout cas, on ne devrait pas les appeler, alors moi j'appelle ça les coopératives d'usagers, que je différencie des coopératives de travailleurs. Alors peu importe le mot, mais en tout cas, les seules coopératives qui me semblent vraiment adaptées, c'est les coopératives de travailleurs, puisqu'en fait, il y a beaucoup de coopératives d'usagers, comme les banques, par exemple le Crédit Mutuel, la Caisse d'épargne, etc., où les travailleurs donc du coup n'ont pas le droit de vote ou à une petite part qui leur est réservée parce qu'ils sont gentils, mais du coup c'est pas eux qui décident. Et donc du coup ils sont comme dans une entreprise capitaliste classique, dominés par les propriétaires. Donc c'est souvent moins pire que l'entreprise classique. Enfin ceci dit, il y a certains groupes comme le Crédit Agricole qui est une coopérative bancaire où il n'y a pas beaucoup de différence avec les banques classiques. Oui, mais bon, Thierry, je regrette que tu ne veuilles pas répondre précisément à ma question, parce que je pense que c'est une question que se posent les gens qui s'intéressent à l'écosocialisme autogestionnaire, c'est-à-dire quel est juridiquement le statut d'une coopérative. Aujourd'hui, une coopérative de production, on ne parle pas des mutuelles, on va parler qui sont des... qui fédèrent les consommateurs, mais une coopérative de production, c'est-à-dire une entreprise qui a pour objet social de produire un bien ou un service et qui va s'organiser en coopérative. Bon. Quel est le statut juridique que tu proposes dans le cadre d'une économie qui serait régulée par l'écosocialisme autogestionnaire? Donc c'est réellement le statut juridique et la façon dont va fonctionner cette coopérative, parce qu'aujourd'hui, tu me dis ce qui se passe aujourd'hui, mais ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui qui nous intéresse, c'est ce qui va se passer dans l'écosocialisme autogestionnaire. Aujourd'hui, on a, prenons l'exemple le plus connu de la coopérative, qui est la SCOP, la Société Coopérative Ouvrière de Production. Dans une SCOP, on a un conseil d'administration où effectivement il y a une personne, une voix. Ce conseil d'administration est propriétaire de l'entreprise, c'est-à-dire de tous les moyens de production, du fonds de commerce, etc. Mais dans cette coopérative, il y a des salariés. Il y a des salariés qui contractent des contrats de travail avec l'entité du conseil d'administration de la SCOP. Donc ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que dans l'écosocialisme autogestionnaire, est-ce que la coopérative telle que tu la conçois dans cette mode de conduite de l'économie écosocialisme autogestionnaire, c'est une SCOP, hein, ou bien c'est autre chose? Alors bon, je te l'ai déjà dit plus ou moins, mais je vais te le redire plus clairement. L'idée générale, c'est qu'il faudrait que... J'ai une interrogation encore sur les coopératives d'usagers. Mais en tout cas, dans l'idéal, il
faudrait qu'il n'y ait plus que des coopératives de travailleurs. En fait, ce soit les travailleurs qui décident, parce que c'est eux qui sont au quotidien qui font le travail. Et donc, pour permettre ça, l'idée c'est que chaque travailleur soit propriétaire. Et donc, et du coup, c'est pas un travailleur égale une voix comme dans l'économie sociale et solidaire. Non, c'est pas une personne égale une voix comme dans l'économie sociale et solidaire. C'est un travailleur égale une voix. Ça veut dire que les usagers, bon, on peut leur laisser ça à réfléchir comment faire en sorte, mais le problème des usagers, c'est que du coup, ils deviennent les dominants des travailleurs. Et ça, c'est un problème. Ça, c'est la philosophie générale. Mais de façon très concrète et très précise et très juridique, lorsque le régime de l'éco-société autogestionnaire va s'appliquer, d'après ce que tu as dit tout à l'heure, il va y avoir collectivisation de toutes les entreprises qui ont des salariés. Puisqu'on a les travailleurs indépendants, eux, on ne touche pas, ils continuent à faire ce qu'ils veulent, ils ont propriété de la moyenne de production, ils sont indépendants autonomes. À partir du moment où il y a un salarié, et donc toute entreprise qui aujourd'hui est une entreprise qui a un salarié, 2, 3, 10, 15, 20, 30, 50, 100, 200, va être collectivisée. Alors on va voir ensuite les modalités juridiques, comment, mais sur ce qui concerne pour ce qui concerne, disons, les modes de fonctionnement de cette entreprise, elle va être collectivisée. C'est-à-dire que une entreprise qui appartenait soit à une personne seule, par exemple une société en nom propre, structure juridique, société en nom propre, soit à un groupe de personnes, une SARL, une SA, une SAS. Bon, ces sociétés vont être collectivisées, j'ai bien compris, et je suis d'ailleurs assez d'accord, et tous les salariés de l'entreprise vont devenir copropriétaires de l'entreprise. Bien. Donc nous avons, avant l'éco-société autogestionnaire, une SARL avec un PDG, enfin avec un gérant, un conseil d'administration et puis des salariés. Et ensuite, le lendemain, nous avons une entreprise qui est une coopérative où tous les salariés, à parts égales, sont propriétaires de l'entreprise. Est-ce que c'est bien ça? C'est ça. Bien. Alors, à partir de ce moment-là, à partir du moment où tous les salariés sont propriétaires, alors ça n'est pas du tout le schéma de la SCOP actuelle. Hein. Non, c'est un schéma. Il y a même une autre dérive de la SCOP aussi, c'est qu'il y a aussi une partie, il peut même y avoir des actionnaires dans les SCOP. Oui, des gens qui mettent de l'argent. Nous sommes d'accord. Donc ça ne peut pas dépasser 50%, mais c'est quand même un problème. Nous sommes d'accord. Donc il s'agit bien de la création d'un statut spécifique qui n'existe pas aujourd'hui. Oui, c'est clair. Voilà, c'est clair. Donc, par l'application d'une législation nouvelle, une entreprise de 50 salariés avec un patron, prenons par exemple une entreprise en nom personnel, va devenir une entreprise où 50 salariés seront tous propriétaires à parts égales de l'entreprise. Alors à partir de ce moment-là, j'ai une question immédiate qui se pose. Que deviennent les contrats de travail? Que devient la notion de salariat? Si je pousse la logique de cette transformation que tu préconises, sur laquelle je suis assez d'accord, de toutes les PME en coopérative, il n'y a plus de salaire. C'est-à-dire que... de revenus, disons. Il n'y a plus de salaire au sens de la structure juridique du salaire et du droit du travail. C'est-à-dire qu'on a des entreprises qui sont, au lieu d'être entreprises en nom propre, elles sont entreprises en nom collectif. Nous avons une entreprise où il y avait 50 salariés, aujourd'hui il y a 50 propriétaires, qui va faire du bénéfice ou du déficit. Si elle fait du bénéfice, le bénéfice, ça s'appelle les excédents de gestion. Le bénéfice va être partagé en parts égales ou peut-être en parts inégales. Tout dépend du règlement intérieur qui va être fait entre les différents copropriétaires. Toujours est-il que les excédents de gestion vont être partagés à la fin de l'année entre tous les propriétaires. Donc ça veut dire extinction du salariat. Donc ça c'est mon première question. Est-ce que c'est ça ou pas? Et la deuxième question, c'est la question de la responsabilité pénale et juridique. À savoir qu'aujourd'hui, dans une entreprise en nom propre, le propriétaire de l'entreprise est responsable des dettes. Dans une entreprise capitaliste,
c'est-à-dire avec les structures artificielles créées par l'oligocratie pour pouvoir se faciliter la vie, nous avons des SARL, sociétés à responsabilité limitée, nous avons des sociétés anonymes, également à responsabilité limitée, ce qui veut dire qu'une société SA, SAS ou SARL qui fait du déficit et qui ne peut plus payer ses dettes est exonérée d'avoir à les payer et aucun dirigeant n'est poursuivi. Alors, contrairement à ce qui se passe dans les sociétés en nom propre, où le patron de l'entreprise en nom propre est responsable sur ses biens propres des dettes. Donc ma question est la suivante. Dans une coopérative étant une entreprise qui appartient alors, à 50 personnes, est-ce que ces 50 personnes sont responsables des dettes? Donc il y a deux questions que j'aimerais que tu répondes. Quid de la notion de salariat dans une coopérative telle que tu l'as décrit, et quid de la notion de responsabilité individuelle de tous les copropriétaires de l'entreprise vis-à-vis des dettes qui ne seraient pas honorées. Ça revient, si tu veux, à poser la question de la personne morale. Bah, je pense que j'y ai déjà réfléchi, mais je pense que pour avoir une réponse très précise, enfin très juste plutôt, sur la question de la responsabilité limitée en termes économiques, il faudrait regarder précisément le fonctionnement actuel du système capitaliste. Un système capitaliste qui est quand même fondé beaucoup sur la responsabilité, etc. Paradoxalement, il y a une irresponsabilité par rapport à certaines dettes. Et ça a l'air de fonctionner quand même. Bon, il faudrait approfondir les questions. Je n'ai pas vraiment assez regardé ce qui se passe concrètement. Je sais que ça pose des problèmes à certains parce qu'il y a justement des petits entrepreneurs qui coulent en rafale puisque les autres ne remboursent pas leurs dettes. Mais enfin, de toute façon, quand on est vraiment en faillite, on ne peut pas toujours rembourser. Donc bon, ce serait plutôt... A priori, je me suis dit que c'était pas une bonne idée puisque ça rend un peu irresponsable, on a tendance à faire un peu n'importe quoi, mais puisque ça marche déjà aujourd'hui dans une société qui est plutôt déjà assez dure, je dis pourquoi pas, là j'ai pas d'avis tranché. La deuxième question c'était quoi? Oui, ça c'était, me semble-t-il, la réponse à la deuxième question, c'est-à-dire sur la responsabilité, la responsabilité vis-à-vis des dettes de tous les copropriétaires de l'entreprise. La première question c'était par rapport aux notions de salariat. C'est-à-dire que dans une coopérative, est-ce qu'il y a extinction de la notion de salariat? Oui, mais là pour le coup, c'est au niveau un problème aussi mon avis de définition, parce que jusqu'à présent, aujourd'hui la définition du salariat, c'est un propriétaire et quelqu'un qui est non propriétaire qui reçoit donc de l'argent du propriétaire. Là, de fait, si on prend cette définition-là, il n'y a plus de salariat, mais après, on peut très bien aussi changer la définition et dire que finalement, il y a des salaires avec propriétaire et puis des salaires. On appelle ça des revenus plutôt aujourd'hui, un revenu de sa propre entreprise. Mais on peut très bien changer ça, mais c'est un problème de définition. Mais d'une certaine façon, c'est plus clair de dire plus de salariat pour éviter justement cette relation de dépendance. Mais par exemple, quand on voit des personnes comme Bernard Friot, qui veut, lui à l'inverse, généraliser le salariat, lui il n'a pas une vision négative du salariat, ce serait plutôt un salariat public, et en fait qui devient en fait le salariat devient légitime, mais c'est plus une exploitation, au contraire c'est un dû. Donc c'est un salaire à vie des coups même. Donc ça dépend comment on définit le salarié, et puis surtout la vision qu'on peut y mettre derrière. Oui, mais on n'est pas là pour parler de la théorie de Bernard Friot, qui est extrêmement respectable. On est là pour parler de ta théorie à toi, qui est celle de la création de coopératives, qui est une idée extrêmement intéressante, de création de coopératives assez rigoureuse, hein, c'est-à-dire que les salariés d'une entreprise deviennent copropriétaires de l'entreprise, et donc, quand tu dis c'est qu'une question de vocabulaire, je ne suis pas tellement d'accord, parce que c'est plus qu'une question de vocabulaire. À partir du moment où, quand tu es salarié, tu n'es pas responsable des dettes de l'entreprise, mais de jour où tu deviens copropriétaire, tu deviens responsable des dettes de l'entreprise, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Bon. Et puis, pour ce qui concerne le salariat, c'est aussi pas uniquement une question de vocabulaire, parce que le salariat aujourd'hui est réglementé et assorti d'un certain nombre de droits et de devoirs extrêmement codifiés dans un code qui s'appelle le Code du travail, qui contient 4000 ou 5000 articles, et qui ne s'applique pas aux travailleurs indépendants.
Or, si j'ai bien compris, une coopérative, ça n'est jamais que l'addition d'un certain nombre, d'une certaine dizaine de travailleurs indépendants qui ont décidé de travailler ensemble et de partager le revenu. Quand on parle de salaire, on parle d'une certaine somme qui est délivrée, quoi qu'il en soit, je dis bien quoi qu'il en soit, par le propriétaire de l'entreprise, à une personne qui a contracté ce fameux contrat de travail avec elle. Alors que dans une coopérative telle que tu l'as décrit, le revenu de chaque copropriétaire va être tout simplement une fraction de l'excédent de gestion que on constatera à la fin de l'exercice, c'est-à-dire à la fin de l'année civile, exactement de la même façon que travailleurs indépendants se rémunèrent avec l'excédent de gestion. L'excédent de gestion, ça veut dire la différence entre les recettes et les dépenses pendant l'année en cours. Ouais, même si c'est des revenus, après, aujourd'hui dans les coopératives, à la différence des multinationales où les salaires vont de 1 à 500 voire de 1 à 1000, dans les coopératives aujourd'hui, en moyenne, ça va de 1 à 5. Donc on voit déjà la différence entre le système de coopérative et le reste, mais après, c'est de la même façon. Ça peut être, ils peuvent décider d'avoir le même salaire, ils peuvent décider d'avoir des écarts. Bon, ça c'est à eux de décider. Oui, mais bon, le même revenu pour précisément. Mais ce qui on se va pas passe, dire salaire. d'accord, mais ce qui se passe aujourd'hui dans les coopératives, à la limite ça ne nous intéresse pas tellement, parce que d'une part c'est pas des vraies coopératives, en tout cas c'est pas des coopératives qui répondent à la définition. Non, mais il y a certaines qui fonctionnent comme des vraies coopératives, non, au sens non. où on les a définies. Ah non. Si, certaines. Non. Il y a des coopératives où il n'y a pas de salariés, où il n'y a pas d'actionnaires. Oui. Ils sont tous propriétaires et décideurs. Alors une coopérative qui fonctionne réellement en coopérative, c'est tel que tu l'as décrit et tel que je le valide aussi moi. Pour moi, c'est exactement ça, une vraie coopérative. Elle ne peut distribuer que les excédents de gestion qu'elle a. Alors que dans une entreprise capitaliste, le patron, il va donner, quels que soient les déficits ou les bénéfices, il va donner la somme convenue. Okay, alors que dans une coopérative, on ne distribue que ce qu'il y a. Oui, bah, okay. Et donc, lorsqu'il n'y a pas, ou lorsqu'il y a un déficit, et donc là on arrive au deuxième versant de la question, lorsqu'il y a un déficit, qui est-ce qui paye le déficit? Lorsque c'est un travailleur indépendant, le travailleur indépendant paye le déficit de sa poche. Dans une coopérative, lorsqu'il y a un déficit, il va falloir que chaque copropriétaire paye le déficit. Donc, si c'est ça la définition de la coopérative, alors je suis entièrement d'accord, et finalement, ça rejoint, alors là je vais faire un peu de pub pour le programme pour une société de la précroissance, issu des travaux de démocratie directe et résilience, où nous avons effectivement un secteur avec des travailleurs indépendants, et puis ce que nous appelons des associations libres, qui ressemblent de très près à tes coopératives, enfin aux coopératives de l'éco-société autogestionnaire. Ce sont des travailleurs indépendants qui se groupent entre eux pour être, disons, plus synergiques, pour pouvoir fabriquer des choses différentes que les choses qu'on peut fabriquer quand on est tout seul, mais qui sont solidairement responsables de la production finale que leur ensemble va produire et qui ne distribuent que les excédents de gestion qu'ils ont à distribuer.